Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 décembre 2022. Bienvenue à cette édition de 19 heures que nous démarrons par les informations qui concernent bien sûr les députés de la 8e législature. Vous le savez, la campagne électorale démarre dans pratiquement une semaine. Les députés membres de la 8e législature, celle en cours d'ailleurs, et candidats au scrutin du 8 janvier prochain, seront donc appelés à aller convaincre l'électorat sur le terrain. Cette opération de charme qui démarre dans quelques jours, je le disais tantôt, met-elle fin à l'actuelle législature? La réponse est avec Mathieu Bocor et Estelle Vitruedo. Les élections législatives du 8 janvier 2023 renouvellent l'Assemblée nationale. Visiblement, le Parlement va cesser dans quelques jours ses travaux pour permettre aux députés qui vont se représenter de faire leur campagne dans leur circonscription. Mais une question, peut-on déjà parler de la fin de cette 8e législature? Pour répondre à cette question, je crois qu'il est très important de jeter un regard dans le rétroviseur du cadre juridique actuellement en vigueur au Bénin. Je veux faire allusion à la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. L'article 153-2, alinéa 1, nouveau, dispose que les élections couplées, c'est-à-dire législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Alors, si on s'amuse à faire un petit jeu de calcul, on se rend compte que cette date, le deuxième dimanche du mois de janvier, correspond au 8 janvier 2023, date justement à laquelle le corps électoral est convoqué pour se rendre au scrutin. En termes clairs, le docteur en droit public précise. L'alinéa 2 de ce même article dispose que les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale. Alors mathématiquement, cela correspond, c'est-à-dire que la date d'entrée en fonction et d'installation des nouveaux députés qui seront élus pour le compte de la 9e législature correspond au 12 février 2023. Et donc, à partir de cette démonstration, mathématiquement, le mandat de la 8e législature qui est en cours va finir la veille du 12 février 2023, plus précisément le 11 février 2023. La suspension possible des travaux avant l'élection législative est une tradition républicaine de bon sens, martèle-t-il. Mais cela pose tout de même la question de contrôle parlementaire en période électorale. Le lancement de la campagne, juridiquement, ne met pas fin au mandat de la législature en cours et ne met pas fin également aux fonctions des députés. C'est donc dire que la session n'est pas formellement close et le président de l'Assemblée nationale a toujours la possibilité de convoquer les députés si la situation l'exige. Ils se sont engagés pour cela et ils ne peuvent pas déroger à cette obligation constitutionnelle qui est consacrée par l'article 88. Et donc, je veux dire que les sessions extraordinaires sont prévues par la Constitution et le chef de l'État peut à tout moment demander au président de l'Assemblée nationale de convoquer des sessions extraordinaires à côté des sessions normales que l'on connaît, à savoir la session législative et la session budgétaire. Eh bien voilà, il faut dire que les maladies mentales sont de plus en plus fréquentes dans les sociétés ouest africaines. C'est ce pourquoi l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer, le département de sociologie, anthropologie de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi ont organisé du 12 au 14 décembre le premier colloque scientifique qui a conduit sur des réflexions sur le parcours des personnes affectées et leur traitement. Anselme Moussou et Modeste Dossou-Togwe, Emmanuel Amoussou et Modeste Dossou-Togwe pour le reportage.
En matière de statistiques sur les maladies mentales, l'Organisation mondiale de la santé renseigne que plus de 450 millions de personnes souffrent de troubles mentaux. Dans les sociétés à faible revenu, les troubles neuropsychiatriques représentent 12% de la charge de morbidité globale chez les adultes de 15 à 44 ans. Face à ce tableau, il est important de se questionner sur les soins délivrés aux personnes porteuses de ces troubles mentaux et les systèmes qui délivrent ces soins. C'est après ces interrogations que l'idée de ce colloque a vu le jour du partenariat entre l'unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer, le département socio-anthropologique de la faculté des sciences humaines et sociales FACH de l'université d'Abomey-Calavi et l'association Saint-Camille de l'Hélice. Ces assises sont alors organisées pour rendre visibles les pratiques qui ont cours dans les centres installés par l'association Saint-Camille de l'Hélice en vue de prendre en charge les personnes porteuses de la maladie mentale. Le thème général retenu pour cette rencontre est intitulé « Parcours des personnes souffrant des maladies mentales en Afrique de l'Ouest ». En effet, en Afrique, les troubles associés à la santé mentale demeurent un problème majeur et constituent également un frein au développement. Nous souhaitons que le ministère, à travers l'UAC et les universités, notamment nationales, encourage la transdisciplinarité pour la recherche en psychiatrie, en neurosciences, en épigénétique et en sciences humaines et sociales. Cela va permettre la participation effective des patients, leurs parents et toute la communauté. Ce colloque scientifique qui se tient sur le campus d'Abomey-Calavi est ouvert aux chercheurs, enseignants, chercheurs professionnels de tout genre, aux représentants des organisations de la société civile, des structures étatiques et bien d'autres. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, qui a pris part à l'ouverture des travaux, a rappelé aux participants les nombreuses actions entreprises pour soulager les maladies des troubles mentaux. Le plan d'action global pour la santé mentale 2013-2030 a été élaboré et adopté à la 74e Assemblée mondiale de la santé. Il vise à, premièrement, renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale. Deuxièmement, à fournir les services de santé mentale et d'aide sociale complets et intégrés dans un cadre communautaire. Troisièmement, à mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention. Et enfin, renforcer les systèmes d'information, les bases factuelles et la recherche. La question de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux est une préoccupation pour le gouvernement béninois. L'exécutif a d'ailleurs mis en place plusieurs politiques d'accompagnement pour restaurer la dignité des maladies. D'où l'intérêt que porte le ministère de la Santé aux travaux de ce colloque. Au ministère de la Santé, nous essayons de mettre en œuvre une politique en matière de santé conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin, ainsi qu'aux visions et politiques du gouvernement. Il s'agit de faire en sorte que notre pays puisse disposer d'un système de santé performant, basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, pour l'offre et la disponibilité permanente de soins de qualité équitables et accessible aux populations de toutes catégories. Bien que partant de la prise en charge des maladies dans les centres de l'association Saint-Camille de l'Hélice, ce premier colloque scientifique ambitionne s'ouvrir sur d'autres expériences en cours au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Après les différentes allocutions, les participants ont eu droit à des panels animés par des professeurs d'université du Bénin et de la sous-région sur des thèmes comme santé mentale en Afrique, état des lieux et perspectives socio-anthropologiques de la santé mentale en Afrique, prise en charge des maladies mentales, la perspective de la psychiatrie traditionnelle. Merci à vous, Emmanuel Amoussou et Modeste Dossou-Togwe. Et nous poursuivons cette édition pour parler de cette inclusion financière. Après plusieurs mois d'études, les acteurs financiers du gouvernement et de la Banque mondiale ont procédé à la validation de leur système national d'inclusion financière. Les efforts du gouvernement pour résister aux effets néfastes de la crise économique ont été salués. Voici le reportage. Des acteurs financiers avec l'appui de la Banque mondiale réunis pour la validation de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Après des études démarrées depuis 2021, ces financiers font le point des recherches. Avant d'y parvenir, plusieurs étapes ont été suivies.
Conformément au guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies adopté par le Conseil des ministres en 2020, la formulation d'une stratégie suppose l'exposé du diagnostic du secteur. À ce titre, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré 3 études thématiques portant respectivement sur l'offre des services financiers, les infrastructures financières, le cadre réglementaire des services financiers. Et cette étude s'est ajoutée l'étude de la FinScope qui a permis d'avoir la demande des services financiers au niveau du Bénin. Le Bénin, à l'instar des autres pays, s'est vu fragilisé par la COVID-19. Et pour anticiper sur ces genres de situations, ces financiers ont élaboré des solutions. Dans la perspective de considérer le rôle du secteur financier dans la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement a accéléré les réformes visant à renforcer l'inclusion financière et économique des populations les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que le Bénin s'est engagé dans l'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière, SNIF, afin de disposer d'un document stratégique et opérationnel qui s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de l'inclusion financière, de l'inclusion sociale et du bien-être des groupes économiquement faibles. Mesdames et messieurs, à travers la mise en œuvre du PAG 2016-2021, le Bénin s'est illustré dans l'espace UEMOA en se positionnant comme leader en matière d'inclusion financière. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2021, l'indice d'inclusion financière s'est amélioré depuis 2016. De 0,47, nous sommes passés à 0,65 en 2021. Ces avancées proviennent principalement de l'utilisation de Mobile Money, où le Bénin se classe 3e dans la zone UEMOA. Cependant, ces remarquables progrès cachent aussi des disparités importantes entre différentes catégories sociales et les besoins à combler restent importants. À en croire la représentante de la Banque mondiale, ces disparités sont dues notamment au faible taux de couverture bancaire dans les zones rurales. Cette stratégie nationale d'inclusion financière vient donc à point nommé. Et on s'intéresse à présent au sevrage du nouveau-né et donc du bébé, une pratique qui consiste à cesser progressivement l'allaitement du nourrisson au lait maternel. Comment s'y prendre? Quelles sont les dispositions à prendre pour que cela n'ait d'impact sur la croissance des petits? Éléments de réponse dans ce reportage. Pratique qui consiste à retirer progressivement le lait maternel de l'alimentation de l'enfant au profit d'autres. Le sevrage est une étape normale de l'allaitement. Il peut se faire de façon naturelle ou bien être planifié. À en croire ses mères, l'âge requis pour sevrer un bébé varie de 1 à 2 ans. À partir d'1 an, on peut commencer par sevrer un enfant. Mon premier enfant, déjà dès l'âge d'1 an, 3 mois. Je l'ai sevré. Les matins, je ne lui donne pas les seins. Donc c'est le soir que je lui donne ça. Donc dans la journée, je lui donne du yaourt. Les méthodes de sevrage sont diverses. Ces dames se confient. Je lui présente le yaourt ou bien son biberon ou des biscuits, des bonbons, bon. Tout ce que les enfants aiment quand même. Nos biscuits de timenodo et on a Oxford dit biscuits winnie vide bono vivita bono hu kenke e no ko bono blonu ye no zen ye ba no du nomblo et vermicelle bono poto et wevi hi bon nomblo ko ba no du bono azindeme. Le sevrage précoce n'est pas sans conséquence sur la santé de l'enfant. Certaines mamans en ont conscience. Nos mamans disent que quand les enfants ne sortent pas toutes les dents, ce n'est pas bien de les sevrer. Et c'est aussi vrai parfois parce que ça joue surtout sur leur santé. Selon le médecin pédiatre Dosso Marcos, il n'y a pas de méthode proprement dite pour sevrer son enfant. Quand on veut faire le sevrage, il y a plusieurs procédés. Il y a des mères, par exemple, qui
confient leur enfant à une autre personne pour passer les nuits, par exemple. Il y a des mères qui mettent des objets, des substances amères au bout du mamelon. Je peux vous assurer que, de point de vue scientifique, il n'y a pas un conseil type à donner. Chacun y va comme il peut, mais en prenant conseil chez les devancières. Le faire un peu plus tôt ou de manière tardive présente des risques. Un sevrage précoce, c'est-à-dire a des inconvénients. Retirer très tôt le lait maternel à un enfant va l'exposer à des risques d'infection, à développer des maladies, parce que son immunité va prendre un coup. Lorsque le sevrage est tardif, ça peut donner des troubles psychologiques à l'enfant. C'est un enfant qui peut rester trop attaché à sa maman et qui peut avoir du mal à prendre des décisions plus tard dans son couple. Parce que la relation mère-enfant ayant duré, cet enfant peut chaque fois recourir chaque fois à sa maman pour prendre des décisions. Donc ça peut laisser un peu des troubles psychologiques. Le sevrage est recommandé face à certaines situations. Il importe tout de même de préserver la santé de l'enfant. Et nous bouclons avec ce magazine qui porte sur le climat. Le 8 décembre dernier a été réservé mondialement au climat, une initiative de plusieurs ONG qui a pour but de rappeler l'urgence d'agir face au changement climatique en sensibilisant le grand public aux enjeux environnementaux et actuels, le réchauffement climatique par exemple, l'émission de gaz CO2 et bien d'autres. Quand bien même le Bénin fait partie des pays qui polluent le moins, il subit de plein fouet les conséquences de ces changements climatiques. Dans ce magazine, Ruth Rundjo revient sur quelques actions de riposte à mener pour réduire ce phénomène. Suivons ensemble. Le Bénin, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, subit les effets néfastes des changements climatiques dont les manifestations se traduisent par des inondations, l'érosion côtière, les caprices météorologiques et autres. Il s'agit des résultats de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ces modifications sont perceptibles et constatées par ses citoyens. Déjà, en ce moment, on a déjà les saisons qui ne sont plus les mêmes. On a des périodes où normalement on doit avoir la pluie, on ne l'a pas. Il y a des moments où on doit avoir la saison sèche, on ne l'a pas. Je dirais aussi qu'en ce moment, avec tout ce que les gens font dans les industries, il y a beaucoup de réchauffement climatique. En fait, il y a le climat qui n'est plus stable. Je parle déjà par exemple des vieux camions qui font que dégager de la fumée dans toute la ville. Les émidjamans, des motos fatiguées qui continuent de maintenir. Je vais parler aussi des véhicules d'occasion, les venus de France, tout ce qu'on nous ramène de la France. C'est des trucs que normalement on ne doit plus utiliser. Tout ça là contribue au réchauffement climatique. À part ça, il y a des grandes industries qui font que combuster des choses dont on n'est pas conscient, dont on ne sait même pas. Il y a beaucoup de changements aujourd'hui qui se produisent aujourd'hui dans la nature. En tant qu'homme, il faudrait prendre soin de son environnement, donner véritablement soin de son environnement parce que cela va perdurer pendant des années, pendant des temps. Quand on allait à l'école et quand on était au CM2, il y avait des saisons sèches et il y avait des saisons pluvieuses. On avait 6 mois de saison sèche et 6 mois de saison pluvieuse. Mais il faut de constater maintenant que les choses sont mélangées. On ne sait plus ce qui se passe et cela est dû au mauvais comportement de l'homme. Ces différents phénomènes sont dus à la variabilité naturelle et aux activités de l'homme sur la Terre, explique l'environnementaliste Massimin Djondo. De plus en plus, nous pratiquons l'agriculture intensive. Donc, nous produisons, nous déréglons le système, les écosystèmes terrestres plus que nous n'en avons besoin. Et comme tout le monde le sait, il y a du carbone dans le sol. Nous détruisons nos forêts à grande échelle. Alors que ces forêts servent à capter le carbone. Donc nous émettons, en détruisant nos forêts, nous contribuons à ces émissions-là. Et le transport, nous émettons beaucoup de CO2 par le transport. Nous émettons beaucoup de CO2 par nos usines polluantes. Tout notre mode de vie actuel concourt au dérèglement climatique, au changement climatique. Les impacts de ces modifications se constatent presque au jour le jour
aucun secteur n'est épargné. Cela part de l'environnement jusqu'aux activités socio-économiques des populations. Nous avons l'érosion côtière au Bénin parce que les océans se dilatent et le niveau des océans augmente, ce qui cause une érosion sur certaines de nos côtes. Et c'est pourquoi on continue d'aider. Vous allez à Akpakpa, vous sentez qu'il y a une bonne partie de Akpakpa qui est déjà sous l'eau, une bonne partie de Grand Popo, d'Eago et autres est partie et n'est plus sur la carte du Bénin. Nous avons des inondations récurrentes. Pourquoi? Parce que on observe de plus en plus beaucoup de pluie en un temps record. Donc le sol n'a plus la capacité d'absorber tout ce qui tombe. Parfois nous avons des pluies d'un mois en 3 jours. Alors qu'il faut que ces pluies-là tombent sur tout le mois pour que le sol ait le temps de l'absorber. C'est tout ça qui contribue à rendre plus vulnérables nos populations parce qu'elles perdent leur culture, elles perdent leurs moyens d'existence parce que vous imaginez quelqu'un qui a sa boutique devant sa maison qui est inondée ne peut plus vivre normalement. Des maisons qui sont inondées. Donc ça voudrait dire que c'est un risque pour les personnes elles-mêmes et surtout les enfants. C'est dans l'optique de trouver la bonne riposte que des tables rondes internationales sont organisées de par le monde. La dernière COP, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue en Égypte du 6 au 20 novembre 2022, a permis aux parties prenantes de renouveler la solidarité entre les pays afin de concrétiser l'accord historique de Paris. Le Bénin, dans sa politique, a mis en place un plan national d'adoption au changement climatique pour réduire les conséquences et catastrophes climatiques des secteurs de développement du pays et renforcer la résilience climatique de son écosystème et celle des populations. C'est dire donc que des actions se mènent et doivent être davantage renforcées. La déforestation, c'est le premier objet dont il faut tenir compte chez nous, c'est la déforestation. On devait réfléchir à construire de manière à mieux aérer nos habitations pour que en temps de chaleur, nous puissions vraiment bénéficier de l'air naturel. On devrait sensibiliser nos populations à plus planter d'arbres qui vont contribuer à capter le maximum de CO2 pour aider à lutter contre les changements climatiques. On devrait s'habituer à voyager plus en groupe, à prendre les transports en commun, que de dire qu'à chaque fois, je prends ma voiture, il prend sa voiture, nous prenons nos voitures. Essayons de mutualiser les moyens pour que nos émissions se réduisent. Et nous devons aussi essayer autant que faire se peut, manger sain. Nous n'avons pas besoin de consommer tout ce qui vient de l'extérieur, qui a coûté énormément de litres d'eau et un long voyage. Nous pouvons nous développer, nous, pays moins avancés et autres, en évitant de faire les mêmes erreurs que l'utilisation massive des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et autres, les industries polluantes. Non, on peut aller dans le même sens. Nous, en Afrique, nous avons le solaire. Nous avons le Bénin réfléchir à avoir plus de panneaux solaires, de champs photovoltaïques pour alimenter nos besoins en énergie. Donc, nous avons des initiatives, nous avons des alternatives, mais qui coûtent cher. La riposte n'est pas que l'affaire des gouvernants. Elle doit être collégiale avec les populations qui devraient comprendre l'urgence du changement de leurs comportements qui sont nocifs à l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est l'essentiel à retenir de l'information sur ETélé. De nous rejoindre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, sur notre site internet www.etelebénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous et pour vous. Très bonne suite des programmes sur ETélé Bénin.